Et oui, n'oubliez pas, vous pouvez rejoindre le club de Géopolitique Profonde en vous abonnant à la revue. Vous recevez même votre carte de membre. Ça vous aurait permis, pour beaucoup, ça a déjà permis à tous ceux qui sont déjà abonnés d'avoir un tarif préférentiel pour la grande soirée de Géopolitique Profonde ce vendredi à Paris. Vous avez le lien en description. Il reste que quelques places. N'hésitez pas. Et bien sûr, donc là, je le rappelle, vous voyez Alain Soral. N'oubliez pas, mettez le pouce, partagez et même partagez sur le compte X et suivez-le. C'est Alain Soral officiel pour suivre ses travaux. Alain, depuis le 28 février, grosse surprise, ou en tout cas énormément d'émotions, de déceptions, d'interrogations, d'inquiétudes. Les États-Unis lancent leur opération conjointe avec Israël contre l'Iran. On va appeler ça l'opération Epic Fury du côté américain. Le rugissement du lion du côté israélien. Surprise sur les objectifs américains, vouloir amener un changement de régime, détruire les infrastructures militaires, même si les renseignements intérieurs américains disent qu'il n'y avait pas de travaux avancés depuis la guerre des 12 jours sur la question du nucléaire. Et aujourd'hui, la guerre qui devait durer que quelques jours, continue de durer. Nous avons le détroit d'Ormuz qui est bloqué, un choc pétrolier qui est présent. Et maintenant, Donald Trump qui a posé hier soir un ultimatum de 48 heures sous peine de détruire des infrastructures civiles énergétiques en Iran si le détroit d'Ormuz n'est pas réouvert et s'il ne se plie pas aux conditions. Donc, première question, Alain, étant donné qu'il s'est passé quand même plusieurs jours depuis le début de l'opération, question simple que tout le monde se pose, est-ce que Trump a complètement changé d'idéologie? A-t-il trahi ses promesses? Que fait Donald Trump? Alors moi, ma théorie, elle est souvent pas comprise. Je dis que Trump ait une idée derrière qui se soit simplement soumis pour des raisons peut-être qui ont à voir avec les dossiers Epstein ou avec le fait qu'il a quand même été plusieurs fois renfloué quand il était en faillite par des financiers juifs, ou alors aussi qui le menacent par lui et sa famille. Il faut pas oublier que on est dans un pays où on tue les présidents de la République, et les deux frères Kennedy ont été mis à mort, l'un président, l'autre avant qu'ils le deviennent, pour des dossiers assez similaires, hein, puisque quand on lit notre spécialiste du sujet, qui est Laurent Guyeno, on sait que celui qui a commandité la mort de John Fitzgerald Kennedy était Ben Gourion, et qu'il y avait deux raisons à ça, qui est d'ailleurs la même raison, c'est que Kennedy voulait se réconcilier avec Nasser, et donc se réconcilier à l'époque avec le monde arabe et les nationalismes arabes, qui était l'avenir, et qui était surtout l'avenir pour échapper à un certain obscurantisme islamiste qui est systématiquement aidé par les impérialistes, on le sait, notamment avec depuis la destruction de l'Irak de Saddam Hussein. Et il voulait aussi aller voir à Dimona, c'est-à-dire empêcher Israël d'avoir la bombe pour qu'il n'y ait pas une course à la bombe au Proche-Orient. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut comprendre pourquoi l'Iran pourrait tenter de vouloir la bombe, c'est parce qu'Israël l'a, et Israël l'a illégalement, il faut le rappeler. Voilà, donc il faut remettre les choses à l'endroit. Et alors que Trump, c'est sans doute effectivement le sort qui a été réservé aux deux frères Kennedy, et peut-être que soit c'est un traître pour des raisons d'argent, soit c'est un traître parce qu'il est tenu par les dossiers Epstein, ce qui m'étonnait plus, mais il semble qu'il y a quand même des petites choses qui seraient suffisantes dans un pays que j'appelle puritano-pornographique comme les États-Unis pour le mettre gravement en danger, même si c'est pas du niveau de ce qu'on voit dans les courriels Epstein, où là on a quand même du viol d'enfants, du meurtre d'enfants et du cannibalisme, hein. Je ne pense pas que Trump était impliqué à ce niveau-là, puisqu'il n'a jamais mis les pieds sur l'île aux esclaves, mais il était peut-être suffisamment impliqué par rapport à ce que peut en accepter l'Américain moyen pour être tenu. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que grâce à la politique de Trump, quelle que soit sa pensée, son arrière-pensée, c'est que tout le monde a compris que c'était, comme on dit, la queue qui remue le chien, à part Todd qui veut toujours pas l'admettre, mais c'est pas grave. C'est que voilà, Israël obéit. Qu'est-ce que je raconte? Les États-Unis obéissent à Israël contre leurs intérêts profonds. Trump aujourd'hui mène une politique qui est le contraire de la politique pour laquelle il avait été élu, contre, je rappelle, ce qu'on appelait l'État profond, c'est-à-dire la puissance néoconservatrice qui domine l'Amérique, notamment à droite depuis les années Reagan, mais encore plus depuis les deux mandats des Bush père et fils. Donc et Trump est aujourd'hui dans une trahison tellement évidente et tellement inacceptable qu'il est un accélérateur de calendrier. C'est-à-dire que il finit, je dirais, le gouvernement Trump, par sa trahison, finit par atteindre les buts qui étaient les buts de Trump au début, c'est-à-dire de faire monter un sentiment de colère contre Israël, de bien faire comprendre que Israël est le problème de l'Amérique. Israël oblige l'Amérique à prendre des décisions
militaires, géopolitiques, politiques et économiques qui sont une des responsables du déclin de l'Amérique et qui donc aggravent le cas, alors que justement Trump aurait dû se recentrer sur une doctrine Monroe et accomplir un programme qui n'incluait absolument pas à aucun moment l'idée d'attaquer l'Iran. Hein, c'est une certitude. Donc que Trump le fasse exprès ou pas, moi c'est mon idée du double sacrifice, tu sais, entre l'Iran et l'Amérique, c'est que Khamenei, dans une vision traditionnelle, s'est sacrifié en se laissant tuer à son bureau pour unifier au maximum le peuple iranien derrière lui. Et Trump, quelque part, est en train de se sacrifier, mais d'une autre manière, d'une manière, je dirais, plus vulgaire et plus moderne, en trahissant toutes ses promesses électorales pour montrer effectivement que l'État profond est plus puissant que lui et que la présidence, et que tout ce qui se passe en ce moment, qui est catastrophique pour l'Amérique, est la faute est à cause d'Israël, et notamment, si on veut être un peu généreux, du pouvoir israélien qui est en place depuis bientôt 20 ans, et qui est un pouvoir religieux d'extrême droite, suprémaciste et racial. Hein, voilà. Et ça, c'est en train d'exploser à la face du monde, et on peut dire que Trump, finalement, de ce point de vue-là, joue, que ce soit peut-être malgré lui, finalement accomplit ce destin d'accélérateur et de dévoilement, puisque en fait, je rappelle, le mot dévoilement, c'est le mot apocalypse. Hein. Donc il est un acteur de cet apocalypse, et peut-être que il y a chez lui, peut-être, soit c'est le plus grand des traîtres, soit c'est un type qui, quelque part, se sacrifie parce qu'il a trouvé que ce moyen-là, quand il a compris l'incroyable puissance de l'État profond par rapport à la faiblesse de ses forces. Il avait déjà eu le temps de le vérifier lors de son premier quinquennat. On lui avait quand même volé le second, je rappelle. Hein. S'il était vraiment, dès le départ, l'homme du lobby israélien, pourquoi l'aurait-on autant emmerdé pour revenir au pouvoir? C'est ça là, où il y a une logique qui fonctionne pas. Si dès le départ il est une psyope, il suffisait de le laisser se faire réélire. Il n'y avait pas besoin de l'emmerder à ce point-là. Je rappelle les tentatives d'impeachment, etc. Et donc peut-être à la fin, il se dit le meilleur moyen de lutter contre le lobby, c'est de marcher dans le sens de son hubris. C'est-à-dire que finalement, ce qui est la peu mauvaise politique quand on veut lutter contre la montée en puissance d'Israël au sens le plus large du terme, la plus mauvaise politique, c'est les politiques de paix, c'est-à-dire de faire croire à des négociations de paix avec l'idée qu'il y aurait un jour un État palestinien. On sait que systématiquement ça favorise Israël, puisque pendant qu'Israël ment, eh ben, ils annexent la Cisjordanie, ils persécutent les chrétiens, alors que là, au moins, le monde entier a compris qui étaient les méchants, qui était le problème, et que surtout, cette guerre contre l'Iran va avoir de telles conséquences catastrophiques, notamment sur l'Europe, en termes de hausse des prix, de crise énergétique, etc., que ça va aboutir au résultat, quelque part, qui fait que l'équipe Trump s'était montée au départ, hein, c'est-à-dire essayer de enfin se libérer de la tutelle israélienne, qui, je rappelle, a 3 mamelles, l'EPAC pour la corruption, l'Anti-Defamation League pour le chantage et la terreur, et les évangélistes, c'est-à-dire les chrétiens sionistes, pour la masse, on va dire, des abrutis américains qui marchent derrière Israël en pensant que c'est le Christ qui leur ordonne de marcher derrière Israël. Et même ça, comment dire, le génocide de Gaza a permis quand même aux leaders de ces mouvements chrétiens sionistes, notamment dans le plus connu, puisque c'était pour la jeunesse des campus, c'était Charles Kirk, et ben ça a fait prendre conscience à cette jeunesse de droite qui est très importante, puisque la jeunesse de gauche sorosienne est déjà dans l'antiracisme et le pro-palestinisme gauchiste. Donc c'est le vrai morceau qui faisait la puissance d'Israël aux États-Unis, c'était surtout cette jeunesse de droite patriote blanche qui confond d'ailleurs les Palestiniens, les Arabes et les Indiens. Il faut comprendre ce que c'est que la pauvreté de la vision américaine du redneck. Et là, ils sont en train de basculer à l'image incroyablement spectaculaire d'un Nick Fuentes qui fait du super Soral protégé par le premier amendement. Je rappelle, le premier amendement vous protège au niveau du discours, mais n'arrête pas les balles. C'est la différence de traitement avec la France et aux États-Unis. Vous pouvez dire ce que dit Nick Fuentes, mais vous pouvez vous faire tirer dessus plus facilement. Donc il faut prier pour Nick Fuentes, mais qui fait un boulot incroyable en ce moment, pour qui écoute ce qu'il dit. Et ça, quelque part, c'est à mettre au crédit de la trahison de Trump. C'est ça le paradoxe. Sans Trump, ça ne se serait pas passé comme ça. Et moi, comme je suis un hegelien,
il y a ce qu'on appelle la ruse de la raison. C'est que finalement, d'ailleurs, ça rejoint l'analyse de Todd. Il dit que finalement, tout ce que va faire Trump va accélérer l'effondrement de l'Amérique, va accélérer ce changement en fait de pouvoir entre une thalassocratie, c'est-à-dire un pouvoir maritime qui règne depuis l'Angleterre et la reine Victoria sur le monde, et là on est en train de basculer vers, on va dire, la revanche de la coalition continentale, qui, je le rappelle, ne pouvait fonctionner que s'il y avait une réconciliation entre les divers acteurs de ce continent, que la puissance maritime a toujours obligé à se battre les uns contre les autres. En premier lieu, d'ailleurs, la France contre l'Allemagne, mais aussi la France contre la Russie au moment des Dardanelles. On voit bien que finalement, le travail de Xi Jinping et de Poutine est de travailler par, comment dirais-je, une collaboration raisonnable, qui s'appelle la paix du doux commerce, d'une certaine manière, qui n'a jamais vraiment existé, mais qui là est sur la table. On est en train d'assister à un changement d'époque au plus haut niveau géopolitique, qui est la fin de la piraterie maritime, puisque tout pouvoir maritime a une dimension de piraterie, puisque je rappelle, il n'y a pas de frontières dans les mers, vers ce qu'on appelle le nomos de la terre chez Carl Schmitt, c'est-à-dire, à travers les BRICS, un dialogue de pays qui respectent leurs différences de culture et leurs frontières. C'est toute la différence. Hein. Donc on va passer d'une longue époque de voyoucratie maritime, qui a été inaugurée par les Anglais, qui est un peuple voyou. Hein. Il suffit de regarder sa manière de fonctionner, que ce soit d'ailleurs, même en ce moment encore en Ukraine. Hein. Et puis vers quelque chose qui est plus compatible avec la raison, et la raison notamment d'ailleurs telle que nous les Occidentaux prétendons l'incarner, et qui va s'appeler le dialogue demain entre la Chine, la Russie et l'Inde. Et l'inconnu, c'est est-ce que les Américains accepteront à un moment donné cet atterrissage en douceur qu'ont accepté les Anglais en 1945, et redevenir une île puissante, mais quand même une île bordée par 2 énormes océans, je le rappelle. Hein. C'est-à-dire, si vous regardez la carte, il y a une énorme continuité territoriale qui est la plus grande puissance. Et puis, il y a cette île de pirates qui s'appelle l'Amérique, qui a succédé à l'Angleterre, avec son bastion avancé, son porte-avions avancé qui est Israël. Ça, on est d'accord même avec Michel Colomb, à part que c'est le porte-avions qui domine la base. C'est ça la thèse de Mearsheimer-Rival, qui semble évidente aujourd'hui, justement grâce à la manière dont Trump se soumet à Netanyahou, mais de manière hyper visible. C'est ça, et il s'en plaint même en même temps qu'il le fait. Il prétend pas faire autre chose. C'est ça c'est là où je me dis qu'il y a presque une stratégie de dévoilement. Et là, ben voilà, on est dans la haute géopolitique de changement d'époque. Et la question, c'est est-ce que l'Amérique va accepter cet atterrissage en douceur? Normalement, la raison va l'y obliger. Et l'inconnu, effectivement, ultime, c'est Israël, parce qu'Israël, on est face à des gens absolument déraisonnables, c'est-à-dire qu'on est face à des religieux. Et ça, c'est aussi le sujet qu'il faudra aborder. Nous sommes en ce moment dans une guerre entre 3 théocraties, une qu'on désigne comme telle, qui s'appelle la théocratie iranienne, mais qui est une république islamique dans ses frontières, et qui pratique une religion qui s'appelle le chiisme, qui n'a pas de dimension raciale et qui n'est pas expansionniste. Je rappelle que la puissance de l'arc chiite, de l'arc chiite, est la conséquence de la brutalité et de la bêtise de l'armée américaine, notamment en Irak. Cette puissance chiite est venue du fait de la brutalité des néoconservateurs. C'est en faisant tomber l'Irak qu'ils ont fait. Je rappelle que l'Irak était un pays dont le leader était un sunnite, mais qui dominait un pays à majorité chiite. Hein, d'avoir fait tomber Saddam Hussein a donné une puissance décuplée à ce qu'on appelle l'arc chiite. Et en fait, ce qu'on remarque à chaque fois, c'est que les Américains font n'importe quoi, ils ont les moyens et ils sont brutaux, et à chaque fois, ils foutent la merde. On peut parler de l'Afghanistan, et à chaque fois, c'est une catastrophe, quoi. Et le sujet ultime, c'est quand en plus cette brutalité et ce manque de finesse diplomatique et même de manque de culture de certaines régions se met au service de gens, eux, qui sont des suprémacistes raciaux expansionnistes, animés par une vision théologique et en plus millénariste, voire apocalyptique. Là, ça donne quelque chose d'ultra dangereux dans lequel nous sommes exactement en ce moment. Mmh. Alors, tu nous parlais d'atterrissage en douceur. On a pu observer ces derniers mois quand même de nombreuses actions de la part de l'administration américaine. On a eu le cas du Venezuela, on a eu tous les propos autour du Groenland, du Canada, la restructuration du budget de l'OTAN
pour l'Europe, la guerre des tarifs douaniers, et on a eu un ennemi qui a été désigné immédiatement, hein, c'est-à-dire c'est la Chine par rapport aux États-Unis et surtout la nouvelle administration Trump. On se souviendra des propos de Kash Patel, hein, qui expliquait que la Chine a déclaré la guerre aux États-Unis et mène une guerre sur le sol américain. C'est le directeur du FBI qui a déclaré ça sous serment. Donc ça montre quand même clairement la vision de l'administration américaine. Israël ou non, est-ce que, avec ces éléments-là, on n'a pas déjà la réponse de ce que est en train de tenter de faire l'Empire américain? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu de toute manière ces opérations en Iran, sachant que on a Trump qui avait fait en mai 2025 un discours très important à Riyad avec un accord important avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. On a aussi évidemment la zone du Koweït. Est-ce que ce conflit n'allait pas arriver de toute manière pour l'Empire américain pour tenter de se maintenir? Oui, mais ça, c'est. Moi, là-dessus, je valide l'analyse de Todd, hein, l'école des annales. Il suffit de regarder les chiffres. L'Amérique n'a plus les moyens de ce sursaut impérial. Et aujourd'hui, il y a une évidence, c'est que la vision impériale de l'Amérique, qui est la vision des néoconservateurs, comment dirais-je, détruit l'Amérique intérieure. On le constate tous les jours, et que de toute façon, la seule chose que peut faire l'Amérique, c'est l'atterrissage en douceur, c'est-à-dire d'accepter de ne plus être un empire monde, mais on va dire peut-être un empire continent ou une nation continent, ce qui rend logique les propos un peu qui ont toujours une apparence un peu sur la forme un peu délirante de Trump, mais qui se comprenait à travers l'idée du retour à la doctrine Monroe, c'est-à-dire nous, les Américains, voulons le contrôle du Canada, du Mexique, de la route du Nord, du Groenland, puisque effectivement ça détermine le partage d'un certain pouvoir avec la Russie compte tenu d'un réchauffement climatique qui n'est pas anthropique mais qui est réel, et puis surtout le canal de Panama, et surtout de dire aux Chinois qui sont en train de s'implanter de plus en plus en Amérique du Sud, parce qu'eux ont les moyens économiques, ce que n'a plus l'Amérique, de dire attention, vous pouvez peut-être faire du commerce, mais sous notre contrôle. Et ça, c'est l'affaire vénézuélienne qui annonce d'ailleurs, je le dis, une affaire brésilienne qui arrivera forcément un jour ou l'autre. Hein. Pour redéfinir C'est-à-dire les frontières naturelles. Bah oui, parce que l'Amérique ne peut pas se permettre que l'Amérique du Sud lui échappe, puisque la richesse de l'Amérique du Nord, entre autres, c'est quand même ce lien qu'elle entretient avec l'Amérique du Sud, qui est un lien, on vous achète vos matières premières au prix qu'on veut, et vous nous achetez nos produits finis au prix qu'on veut. Hein. Ça a toujours été, cette puissance de l'Amérique est liée, de l'Amérique du Nord est liée à sa domination sur l'Amérique du Sud. Et là, les Américains voyaient bien les Chinois prendre pied de plus en plus, non pas de façon militaire et belliqueuse, mais par le business. Parce que la grande différence, c'est que les Chinois ont énormément de cash pour investir et proposer des deals, alors que l'Amérique, à $1 qui ne vaut rien, et qui s'impose par la menace militaire. C'est toute la différence. Donc, en fait, il y a un moment donné, c'est un peu il faut savoir compter. C'est-à-dire que l'Amérique n'a plus les moyens de sa puissance. Et c'est pour ça que là, elle est en train de se comporter comme un empire qui n'a plus les moyens de sa puissance et qui donc est dans la brutalité, la prédation, le court-termisme, hein, c'est-à-dire tenter des opérations. Alors le Venezuela, c'est facile parce qu'en fait c'est une opération de la CIA, c'est une opération de kidnapping. Mais l'Iran n'a rien à voir en termes d'échelle. Là on est sur une opération militaire très importante, qui est, je rappelle, une puissance maritime qui est loin de chez elle, qui s'attaque à un bastion continental qui, même si les alliances sont plus discrètes, il y a quand même il est évident que les Russes et les Chinois ne peuvent pas laisser les Américano-Israéliens prendre le contrôle de l'Iran, quand on comprend ce que c'est que la géopolitique. Ça serait presque la fin des BRICS. Hein. Ça serait fait perdre 20 ans à la stratégie multipolaire continentale. Donc c'est une guerre forcément qui est amenée à durer, malgré ça, et à se durcir, et dont que les Américains, normalement, ne peuvent pas gagner. Ils peuvent gagner, comment dirais-je, une bataille, comme Hitler a gagné, comment dirais-je, en mai 40, la bataille de France. Mais il a perdu la guerre, parce qu'à un moment donné, c'est simplement une question comme disait Staline, combien de divisions? Quelle est la réserve de puissance de l'Amérique par ses alliances, sa capacité de production, etc., que ce soit d'armement d'ailleurs ou autre chose, et face à quoi sont-ils? Ils sont face quand même à des tas de pays qui veulent échapper à cet hégémon menaçant et qui s'est très mal comporté depuis des décennies. On se rappelle très bien que si Saddam Hussein a été mis à mort, c'est d'abord parce qu'il voulait vendre son pétrole dans les monnaies
qu'il voulait et pas seulement en dollars, que cette exigence faisait la force du dollar par le pétrodollar, qui était déjà une monnaie qui ne valait plus vraiment grand-chose depuis la fin de la convertibilité or. Enfin, il faut reprendre tout ce dossier. Et que pendant des années encore, l'Amérique s'est maintenue uniquement par la menace. C'est-à-dire que ces bases américaines qui sont soi-disant pour protéger des pays qui sont soumis au pétrodollar sont en général sont aussi et surtout dans une période où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de nécessité de protéger ces pays les uns des autres, c'est des pays de commerce d'énergie, c'est surtout des bases américaines qui en fait sont des bases de menace. C'est-à-dire si vous sortez du pétrodollar, on est là chez vous militairement. Et c'est pour ça que là on est dans une logique aujourd'hui où le pétrodollar ne fonctionnant plus, ces bases américaines en fait coûtent de l'argent aux contribuables américains et n'ont plus vraiment de fonction. C'est pour ça que cette guerre aussi Iran-États-Unis, c'est une manière presque, je dirais, pour le gouvernement Trump de quitter, mais à coup de pompe dans le cul peut-être, mais de quitter ces bases qui coûtent très cher. Parce que je rappelle que cette énorme armée américaine coûte une fortune, et aujourd'hui, son coût n'est plus tellement justifié. C'est d'ailleurs le discours de Trump, c'était ça. Si vous voulez encore l'OTAN, vous n'avez qu'à payer vous-même. Tout ça nous coûte très cher. Alors c'est pas que ça coûtait très cher à notre service, c'est qu'aujourd'hui, ce couple dollar-pétrodollar, menace militaire américaine, ne fonctionne plus, puisque cette menace, en fait, ne fait plus vraiment peur, puisqu'aujourd'hui, on voit que les matières premières énergétiques s'échangent de pays à pays et de puissance à puissance, en dehors, majoritairement, du dollar. C'est-à-dire c'est fini. Et la fin du pétrodollar, c'est la fin du dollar, c'est la seule chose qui lui restait. Et les Américains sont obligés de l'accepter. Sinon, évidemment, on est dans cette idée absurde, c'est bon, bah, on a encore une armée très puissante et on va casser la gueule à tout le monde. Vous pouvez pas. Le principe d'un empire, c'est un échange gagnant-gagnant. Et c'est pour ça d'ailleurs que Youssef Indy a raison de dire que l'Amérique n'est plus un empire, elle est un hégémon et elle est une puissance déclinante qui aujourd'hui retarde son déclin inéluctable en se vengeant sur ses vassaux. C'est Comme tout notamment empire l'Europe. historique, quelque part. Comment? Comme tout empire Comment? historique, quelque part. C'est un peu le processus naturel qu'on observe en fin de vie d'empire. Oui, bien sûr, quand un empire n'est plus gagnant-gagnant, tout le monde veut s'en débarrasser, et ça fait que ce soit l'empire turc ou avant lui l'empire romain, un empire fonctionne quand tout le monde a intérêt à participer, parce qu'en fait c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous avez la mosquée et le souk, parce que souvent les gens n'ont pas compris sur la longévité de l'empire musulman, et puis pourquoi à un moment donné il y a son déclin, quoi. Et donc tout ça nous amène à faire des analyses un peu de fond, de fondamentaux, et en fait, on va dire, Trump est l'incarnation d'une Amérique qui refuse l'atterrissage en douceur momentanément, et en le refusant va l'accélérer et augmenter son coût pour eux. Et c'est l'analyse de Todd en réalité qui est assez juste, hein. C'est qu'à un moment donné, il faut compter. L'Amérique n'a plus les moyens, hein, qu'elle avait après la Deuxième Guerre mondiale, et où elle a imposé effectivement ça, et où on pouvait penser à une Pax Americana. Aujourd'hui, on voit bien que l'Amérique est un fauteur de désordre, un fauteur de guerre, et en plus avec l'élément supplémentaire qui est mené par un petit pays qui s'appelle Israël, qui lui a une relation aux autres qui est totalement dysfonctionnelle intégralement, parce que en fait c'est une vision en fait totalement religieuse, et malheureusement c'est ce que j'ai expliqué, notamment pour la chute inéluctable du nazisme. C'est qu'à un moment donné, quand vous pensez que vous avez une destinée manifeste et que Dieu est avec vous, vous pensez que Dieu pourvoira à ce qui vous manque, hein. C'est-à-dire l'intercession divine. Or, j'ai beau être attaché à une certaine spiritualité, ça n'existe pas, les intercessions divines. Moi, je crois à la phrase de Staline, combien de divisions? Et à un moment donné, le réel, c'est le retour inéluctable du réel. Hitler avait beau avoir une vision wagnérienne de l'Allemagne, il avait raison que l'Allemagne était devenue, en partant de la Prusse à l'Allemagne de 1933, la puissance continentale qui avait vocation à dominer la France, la Russie, et qui menaçait l'impérium anglais. Mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'il y aurait Germania pour 1000 ans. Et à un moment donné, il ne faut pas confondre d'être devenu un acteur majeur du monde en partant je rappelle, de la Prusse, qui était un petit truc, hein. Si on prend Frédéric II, c'est une montée hyper rapide, ce qui fait qu'on a effectivement une énorme puissance avec un problème d'espace vital et puis une arrogance, hein. Et malheureusement se greffe là-dessus une vision religieuse et un peu délirante,
Ça, c'est la Bavière, hein, c'est le côté romantique. Le côté romantique est pas très prussien du nazisme. Et on se met à délirer, à faire n'importe quoi, et ça finit mal. Et ça finit mal. Et malheureusement, je dis, aujourd'hui, Trump est un accélérateur de fin d'empire. Hein. C'est parce que voilà, quand vous voulez pas comprendre et que vous vous énervez, et ben ça finit encore plus mal. Mais malheureusement, ce encore plus mal va passer par un moment très très dur pour qui? Pour nous les Européens, hein, parce qu'on est très très mal positionnés dans ce conflit. En ce moment, bah, c'est simple, la Russie prend beaucoup d'argent sur le pétrole. La Chine, finalement, mène sa guerre à distance contre les États-Unis, hein, d'une certaine manière, par proxy. C'est l'Iran qui fournit comment dirais-je, le sang et le courage. Mais c'est évident que ce bras de fer est favorable à la Chine. Et puis après, il y a, je vous dis, la question israélienne, hein, qui est la plus dure à traiter. Hein. On va rapidement parler. Je tenais juste à rappeler quelques points importants, parce qu'on parlait de la fin du pétrodollar. On a déjà des éléments qui se sont confirmés, parce qu'on a eu l'opération Venezuela. Et on sait que la communication de la Maison Blanche, c'était le fait de saisir le pétrole et même de pouvoir enrichir les Vénézuéliens. Mais rappelons-le, cette information, elle n'a pas vraiment fait la une des journaux. C'était surtout l'arrestation de Maduro. Les compagnies pétrolières ont refusé les contrats qui étaient proposés parce que ce n'était pas du pétrole. Enfin, ça coûtait extrêmement cher. Oui, le pétrole vénézuélien n'est pas du tout exploitable comme ça vite fait. Toutes les infrastructures pétrolières vénézuéliennes sont obsolètes. Il faut faire d'énormes investissements. Et le consortium pétrolier américain, c'est plusieurs multinationales, ont dit c'est au-dessus de nos moyens de mettre autant d'argent pour un pétrole qu'on récupérera dans X années. Donc en réalité, le deal, c'est que les Américains vont être obligés de laisser les Chinois financer la relance du pétrole vénézuélien en disant après on partage le gâteau, vous investissez, vous en profitez, mais nous on veut garder le contrôle politique et géopolitique du Venezuela. Et en fait le bras de fer en ce moment entre la Chine et les États-Unis, notamment sur l'Amérique du Sud, c'est qu'il n'y a que les Chinois qui peuvent investir fortement là-bas, et les Américains sont obligés de dire aux Chinois on vous laisse investir, mais on veut le contrôle. C'est-à-dire qu'in fine, on veut le contrôle. Et les Chinois ne sont pas forcément contre. Hein. Pour les Chinois, finalement, sont dans une logique de commerce. Ils sont pas les Chinois ont toujours été un empire défensif. Hein. C'est pas des conquérants. Leur conquête se fait par le business en ce moment. Et voilà. Et en fait, la conquête guerrière, il faut bien comprendre que c'est celle qui coûte le plus cher et qui est la plus aléatoire. Parce que vous faites des ennemis, ça coûte très cher. La guerre, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein. Louis XIV disait bien que c'est pas Versailles qui avait ruiné la France, c'était ces guerres incessantes qui coûtaient beaucoup plus cher que de construire un château. Et surtout, la guerre n'est rentable que si derrière il y a de la prédation. Il faut rappeler pourquoi les guerres napoléoniennes, à un moment donné, ont été financées par les grands banquiers. C'est parce qu'on allait piller tout le reste du monde connu, hein, mais en se faisant détester partout. Et puis ça a mal fini pour Napoléon, comme ça a mal fini pour Hitler. Et là, je vous dis, on est dans le bouquet final de l'empire thalassocratique américain, avec cette inconnue encore plus dangereuse qui est la donnée israélienne. Parce que déjà, l'Amérique, là, on est dans un empire qui s'énerve parce qu'il ne veut pas admettre son déclin, mais ce déclin est inéluctable. Et on voit bien qu'il y a encore des gens aux États-Unis qui sont raisonnables. Derrière Trump, il y a beaucoup de gens qui disent « cette aventure iranienne est une connerie, l'Iran n'est pas le Venezuela, ça nous coûte très très cher, Trump, ça va lui faire perdre le pouvoir ». Et donc il y a une poussée raisonnable aux États-Unis en ce moment, une colère des militaires, une colère des soldats. Tout ça est très positif d'une certaine manière. Voilà, ça va permettre peut-être, je vous ai dit, de drainer le marais par une autre méthode. Sur la question israélienne, alors là, c'est beaucoup plus compliqué de penser. Première question, Alain, sur le sujet. Voilà, on va attaquer le sujet israélien, ô combien important, d'autant plus que nous sommes en France, en tout cas la majorité de nos spectateurs sont en France, donc ils savent très bien quelle est la communication actuelle sur le conflit, c'est pas du tout binaire. Donc on sait là que les États-Unis vont payer le prix cher, enfin le prix fort, c'est-à-dire là on sait déjà le taux d'endettement, l'impact aussi sur le moral, la confiance du public avec les soldats américains morts, ça aussi, une promesse qui a été rompue, le Trump qui amener de faire venir des bots sur l'île de Karg, là aussi, promesse rompue qui fait extrêmement peur au public américain, et il y aura les conséquences de l'inflation et du choc pétrolier. Donc là, les États-Unis semblent payer le prix fort.
Donc finalement, on se pose la question des intérêts de cette guerre. Et là, le sujet donc israélien arrive à tenir face à l'Iran, même s'il y a eu des défaillances du nombre de fer. Première question, Alain, est-ce que Israël peut sortir victorieuse de manière purement pragmatique si on retire les États-Unis de ce conflit face à l'Iran? Moi, j'y crois absolument pas. Non, Israël, déjà, si les Américains fournissent pas l'armement à Israël, qui, je rappelle, est un armement qui est offert, c'est gratuit. Hein, c'est-à-dire qu'ils payent pas, les Américains payent pas. Hein, c'est que des prêts jamais remboursés. Israël, avec une vitrine high-tech, pour faire joli, est un État parasite. Hein, un État parasite et dysfonctionnel, puisque je rappelle, on peut pas faire fonctionner un pays avec une pyramide sociale inversée. C'est-à-dire qu'on peut pas faire fonctionner un pays avec 70% de profession libérale et pratiquement un prolétariat qui ne peut exister que par l'esclavage. Et en fait, le prolétariat, les sionistes pensaient que ce serait les Palestiniens qui se soumettraient à leur nouveau maître comme ils avaient obéi de loin à la domination turque. Et l'histoire ne s'est pas passée comme ça. On est dans une dialectique hegelienne. Le nationalisme palestinien, qui n'existait pas à l'origine, est né de la persécution israélienne. Et les Israéliens savent qu'ils ne peuvent pas utiliser les Palestiniens comme prolétariat. Ils ont pensé aux Falachas, ils ont pensé aux Chinois sous contrat. Ils ont un vrai problème, c'est qu'ils ont... c'est un pays. Il faut bien comprendre que le judaïsme faisant des Juifs un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, qui a vocation à n'exister que dans la superstructure, un État juif est incompréhensible pour cette raison même. Puisque en fait, on ne peut pas faire un pays qu'avec des élites intellectuelles. Il faut aussi des prolétaires. Et donc, ça veut dire que c'est un État qui est nécessairement esclavagiste s'il veut être fonctionnel. Or, on est dans une période, effectivement, je rappelle, de décolonisation généralisée, d'antiracisme généralisé, d'égalité raciale généralisée. Et c'est pour ça que Israël, de ce point de vue-là, et même le sionisme est un non-sens, parce que le sionisme, ça veut dire qu'il faut inventer c'est ce qu'ils ont cru au début, hein, et où ils ont fait semblant avec les kibbutz, il faut que des juifs acceptent, alors qu'ils sont le peuple du livre, d'être paysans, ouvriers, hein, maçons, et que ça n'a jamais existé, puisqu'il suffit de s'intéresser à l'histoire de la Russie et de la Pologne. Chaque fois qu'il a été tenté ce genre de mutation, c'est-à-dire d'offrir des terres aux populations juives, elles n'ont jamais voulu les travailler, elles se sont débrouillées par des privilèges sur les débits d'alcool pour faire travailler une paysannerie endettée et alcoolique à sa place. Hein. C'est l'histoire de la Pologne, c'est l'histoire d'une certaine Russie. Il suffit de faire de l'histoire et de la sociologie. Donc en réalité, le sionisme est une contradiction par rapport au judaïsme, et c'est pour ça que les juifs d'élite, les juifs les plus intelligents, les plus prétentieux, les plus arrogants, c'est-à-dire pas comme Goldnadel, qui est un goy qui s'ignore, ont toujours été antisionistes. C'est-à-dire que c'est la phrase d'Attali, il faut considérer les nations comme des hôtels, il n'est pas question de refaire la chambre, le ménage et la bouffe, tu vois. Donc, quand on est un peuple d'élite, on doit toujours venir, ça s'appelle le juif de cour sous l'Ancien Régime, ça s'appelle aujourd'hui la superstructure dans les démocraties avancées, on est là pour n'incarner que le sommet et jamais de se situer à la base. Il n'y a pas de prolétariat juif, c'est une